Bonjour Sylvie Duosica. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes pédiatre et la première à avoir ouvert une consultation dédiée à la surexposition aux écrans. C'est à l'hôpital Jean Verdier de Bondy en région parisienne. Et vous alertez dans un livre coécrit avec votre époux Éric Osica, L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique aux éditions Grasset. D'abord, pourquoi parler de pandémie ? De pandémie, ça résonne évidemment à ce qu'on a vécu, mais c'est pour dire que le monde entier, évidemment, est concerné et qu'on est en train de vivre, et de façon pas toujours consciente, justement, d'où notre alerte, effectivement, un effet du numérique dont on va parler sur le développement des enfants, des adolescents et nous-mêmes aussi adultes. Tout le monde est concerné. Et ça concerne principalement, sur votre livre, des enfants en bas âge. On parle d'enfants de moins de 3 ans. Absolument. Alors, la pédiatrie, ça va de 0 à 16 ans, et oui. Je me suis concentrée au fur et à mesure depuis maintenant 2017 sur les tout-petits, à tel point que, comme vous l'avez dit, j'ai créé une consultation sur exposition écran depuis 2019 et je vois des tout-petits. Je voyais des enfants de moins de 6 ans, maintenant je vois des enfants de moins de 4 ans, voire 3 ans. Mon plus jeune avait 18 mois lors de cette consultation. Pour prendre la mesure du phénomène, vous avez ce chiffre pour commencer dans ce livre. Un enfant de moins de 2 ans est exposé en moyenne à 3 heures d'écran par jour, direct ou indirect. Ces patients, donc vous les recevez, vous les appelez dans votre livre les Liam. C'est le prénom d'un de vos patients, justement. Ces Liam, on les reconnaît immédiatement, écrivez-vous. Oui, alors ça j'ai appris aussi au fur et à mesure, parce qu'on n'apprend pas du tout, ça aussi c'est un point important, il n'y a aucune formation des médecins et des paramédicaux actuellement sur ce sujet, et j'ai appris un peu à les reconnaître, parce qu'en fait c'est une nouvelle pathologie liée à un usage inadapté évidemment des écrans, et donc c'est des enfants qui sont dans leur bulle, comme on le dit, qui sont perdus, parce qu'ils n'ont pas appris la 3e dimension, ils ont été malheureusement sollicités en permanence par les écrans, et là on va dire d'emblée que ce n'est pas, pour moi en tous les cas, la faute des parents qui ne sont pas suffisamment informés, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, parce que si on était suffisamment informés, on se rendrait compte qu'on donne un objet diabolique, et je pèse mes mots, aux enfants, et qui du coup les empêche d'apprendre le monde qui les entoure. Sur ces enfants, vous dites aussi, il y a un regard qui ne trompe pas, il y a une langue aussi, vous lui avez donné un nom à cette langue, le YouTublish. Oui, malheureusement, parce qu'en fait, les parents progressivement vont se retrouver à donner à leurs enfants ces plateformes qui sont soi-disant éducatives, pédagogiques, qui ne le sont pas, disons-le tout de suite, on n'apprend rien sur un écran avec ce type, en tous les cas d'application, et notamment chez le petit. Et donc l'enfant, pendant des heures, il va entendre ces ABCD dans toutes les langues, même si les parents ne sont pas anglophones, des mots de comptine, ainsi de suite, et ils vont les répéter sans comprendre ce qui se passe, sans comprendre la signification, parce que ce n'est pas langage, ce n'est que répétition. Et on a appelé ça le YouTublish, à l'écho de ce YouTube Kids, justement, que beaucoup de parents malheureusement connaissent. Qui remplace le mot papa, maman, absolument. Doudou. Ils ont un langage plaqué, c'est-à-dire c'est pas un langage, c'est une répétition. Comme un perroquet répète des mots qu'on va lui apprendre, et c'est ce qu'on est en train de faire avec nos petits-enfants. C'est grave. C'est très grave parce que ce n'est pas du langage. Ils ne disent pas papa, maman, mais ils répètent des mots qu'ils ne comprennent pas. Il y a l'interaction, le langage, et puis la myopie. Ça, c'est une chose peut-être un autre phénomène dont on prend la mesure plus récemment. Alors, sur les grands, on sait, il y a une épidémie de myopie très clairement en Asie. C'est majeur, et ils sont un peu en décalage. Et nous, on va aussi avoir évidemment ce constat. Il y a probablement aussi un effet sur la rétine qu'on connaît encore pas très bien, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on augmente le risque de myopie. On utilise les écrans dans un milieu fermé avec une lumière inadaptée. Enfin bref, tout ça entraîne des probables lésions oculaires, et on n'a pas encore la mesure chez le tout petit. Parce que la myopie, certes, mais il y a sûrement d'autres choses qui sont en train de se passer. Il faut attendre encore le recul, effectivement, absolument, pour l'instant. Sylvie Duosica, disons-le tout de suite, vous ne culpabilisez pas les parents. Vous avez même cette formule qui résume tout. Je ne vois pas des mauvais parents lors de la consultation. Je vois surtout des parents perdus. Des parents perdus parce qu'ils n'ont pas l'information qu'il faut. Vraiment, on est en train de donner du numérique à tour de bras à tous les niveaux de notre société sans aucun mode d'emploi. Même les ados auraient besoin, évidemment, les parents, donc évidemment, ont besoin d'un mode d'emploi. Et c'est ce qu'on s'acharne à faire, et effectivement, à informer dans notre livre. Il faut que les parents se rendent compte de ce que l'on leur donne, et quand ils donnent le numérique. Et on ne leur dit pas. On leur dit même des choses qui sont très négatives, puisqu'on leur fait croire que le numérique, éventuellement, va faire mieux qu'eux. Moi, je vois beaucoup de parents qui, en bonne foi, ont donné le numérique en disant « mon enfant va apprendre l'alphabet » ou « va apprendre des mots en anglais, moi je ne parle pas bien » ou « je ne sais pas bien jouer ». Eh bien, si on leur explique
expliquaient vraiment que ce produit entraîne une captation totale de leur enfant et les empêche justement, éteint leur cerveau et les empêche d'apprendre des choses qui sont essentielles parce qu'en 3 ans, on apprend énormément de choses quand on est un bébé et ça, c'est du temps volé à toutes leurs activités qu'ils devraient avoir. C'est essentiel. Une lente prise de conscience. Vous parlez, pour votre cas, de l'éveil. C'est arrivé en 2016. C'est ça. Ensuite, il y a eu donc cette constitution d'un gros groupement de pédiatres l'année suivante. Et donc une prise de conscience très lente. En 2024, Emmanuel Macron a lancé une commission écran. Il a fallu attendre beaucoup de temps quand même. Oui, et en plus, elle est toujours dans les tiroirs. Je rappelle cette commission qui concluait d'ailleurs pour la première fois, et nous étions très contents, le collectif Surexposition Écran Cause. Il concluait exactement ce que l'on disait depuis très longtemps, parce que nous sommes des professionnels de terrain, sans conflit d'intérêt, il faut le dire aussi sur ce sujet, et nous avons constaté ces retards de développement, ces retards de langage, ainsi de suite, et la commission Écran a dit la même chose à tous les niveaux, les petits comme pour les grands. Pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Est-ce que ces enfants de moins de 3 ans, ils peuvent se sevrer des écrans? Oui, quand on fait bien les choses et quand on est informé, c'est jamais trop tard. Comment il faut faire justement alors moi j'ai tâtonné, j'ai cherché parce qu'encore une fois c'est nulle part puisque c'est une nouvelle pathologie qui s'installe, un nouveau syndrome qui apparaît. Et donc la meilleure façon de faire au départ, c'est un sevrage total. On est un peu dans les mêmes lignes que le tabac, l'alcool. Il faut totalement arrêter pour que l'enfant puisse sortir de sa bulle, que les parents aussi, il y a cette notion de technoférence qui est aussi important à connaître. C'est-à-dire qu'il faut que le parent se retrouve détaché aussi de son écran pour être disponible pour son enfant et en fait redécouvrir le monde qui l'entoure, la 3e dimension, donc courir, jouer, aller dehors. Ça c'est important, c'est un message important à avoir. Il faut sortir et il faut sortir avec ses enfants, on n'attrape pas de maladie et on apprend des tas de choses. Donc un sevrage total, c'est nécessaire. Ce sevrage, vous le décrivez d'ailleurs dans votre livre, comme si l'enfant, une semaine plus tard, après l'arrêt des écrans, il revenait finalement... il est parmi nous. Parmi ses parents. Les enfants se retrouvent complètement éveillés, bien entendu, puisqu'ils sont encore une fois complètement hypnotisés par l'écran. Le parent lui-même, à côté, peut être aussi évidemment hypnotisé par son écran. Il n'y a plus d'interaction. Si on arrête totalement, les interactions reviennent. Les gens se regardent tout simplement et l'enfant a besoin évidemment de cette disponibilité et de pouvoir explorer le monde qui l'entoure. Sylvie Diosica, vous pointez du doigt le mythe de la télévision éducative. Ça remonte aux États-Unis il y a plusieurs décennies. Une célèbre émission qui parle sans doute à nos auditeurs, La Rue Sésame. Oui. Aujourd'hui, on se penche plutôt sur une tablette, y compris à l'école d'ailleurs. Mais ce que vous nous expliquez, dans les deux cas, l'écran, apprendre par un écran, eh bien ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On a besoin d'interaction humaine, c'est très clair. On a besoin d'un livre qu'on va feuilleter avec un adulte disponible qui va pouvoir effectivement échanger avec l'enfant. Ce qui a existé, Sesame Street, ce que vous évoquez, ou un Rue Sésame, c'est les années 70, et c'était vraiment des gens qui ont travaillé pour pouvoir éventuellement proposer quelque chose de pédagogique à l'enfant. Ça n'existe plus du tout. Et il n'y a aucune application, c'est important de le dire, qui apprend quelque chose à l'enfant avant l'âge de 4-5 ans. D'accord ? La seule chose qui puisse apprendre à l'enfant, c'est l'interaction humaine. On est encore en 2025. La nécessité d'être dans le regard, dans la disponibilité, de faire des choses ensemble dans la 3e dimension. Il faut savoir, on ne l'a pas dit, qu'on offre à nos enfants comme à nous, les adultes, des produits qui sont addictifs par nature, puisqu'ils ont été créés pour ça. Il ne faut pas l'oublier. Cette notion de captologie, ce qu'on appelle le persuasive design, eh bien, il est également utilisé, c'est diabolique quand même, il est également utilisé à nos enfants pour avoir des publicités ciblées, et donc ce sont des clients malheureusement et tout petits. Donc vraiment, les sevrer des écrans, c'est essentiel et leur apporter ce qui est nécessaire autour d'eux, c'est-à-dire une activité physique et en lien avec un adulte disponible. C'est-à-dire l'intérêt sanitaire se confronte avec l'intérêt économique. Absolument. C'est la bataille actuellement. Oui, et donc on sacrifie des générations d'enfants. C'est quand même incroyable. Un enfant de moins de 3 ans, il a beaucoup à apprendre et il doit apprendre sans écran. Alors on le dit aussi, c'est important que tout ce qui va être écran en lien avec la famille, par exemple, les visios, ça pose pas de problème. Il n'y a pas ce processus de captation de l'attention derrière. Regarder des photos de famille, des films de famille, c'est pas un problème. Regardez même un petit dessin animé qui a un début, un milieu, une fin, qui dure 5 minutes pour couper les ongles ou coiffer un enfant, ce n'est pas un problème. C'est pas de ça qu'on parle. C'est de ces processus qui sont mis en place et qui sont addictifs par nature parce qu'ils ne s'arrêtent pas. C'est ce que j'allais vous demander justement. Vous appelez à la modération, non pas à jeter nos téléphones portables, nos ordinateurs à la poubelle. Je pense notamment, il y en a beaucoup, certainement, des auditeurs qui font du télétravail. Finalement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et on peut cohabiter
avec ces écrans-là? Alors le télétravail, ça aussi, ça a accentué vraiment l'impact parce que depuis le Covid et le télétravail, certains parents pensent qu'on peut garder un enfant tout en télétravaillant. Ça, c'est pas possible. Vraiment, je le dis haut et clair, c'est pas possible. Mais par contre, effectivement, ce qu'on vient de dire, on ne jette pas tous les écrans du tout et il n'est pas question de notre message du collectif Surexposition Écran et dans notre livre. Ce n'est pas de jeter évidemment les écrans et de revenir en arrière. On ne peut pas et il n'y a aucun intérêt à ça parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages. Mais c'est de prendre conscience de l'impact de ce qui se passe dans les foyers au quotidien, des familles qui sont par définition au départ bienveillantes et qui ont envie de bien faire mais qui se font piéger. Mais littéralement, nous sommes nous-mêmes piégés. Pourquoi les bébés ne seraient pas piégés à cette sauce ? Il n'y a pas de raison. Et vous parlez de ces familles, c'est une question qui concerne toutes les catégories sociales en France. Alors, on a beaucoup dit au départ qu'il y avait un fossé et qu'il y avait des catégories socio-professionnelles moins aisées, plus en difficulté, qui étaient plus touchées. C'est vrai, c'était vrai, et c'est de moins en moins vrai. Et très clairement, la pandémie, le Covid et le télétravail aussi, qui touchent toutes les catégories, a modifié les choses. Et au fur et à mesure de ma consultation, j'ai vu toutes les catégories socio-professionnelles touchées, les gens hyper connectés, de par le travail ou pour d'autres raisons, sont touchés et pas informés. Et vous appelez même à une législation Absolument. Sur les écrans, particulièrement pour les moins de 3 ans. Il faut savoir quand même qu'il y a 10 à 15% des parents qui respectent la recommandation française, qui est connue depuis très longtemps, pas d'écran normalement avant 3 ans. Vous vous rendez compte, ça fait du monde qui n'est pas informé et qui ne fait pas ce que l'on propose. Donc évidemment, quand à un moment on a donné beaucoup de recommandations pendant des années et que le résultat est très mauvais, voire je dirais presque de plus en plus inquiétant, eh bien oui, à un moment il faut légiférer. On a interdit le tabac, l'alcool, on a beaucoup discuté pendant très longtemps avec des pressions des lobbies très importantes. Actuellement on est un peu dans cette même situation. Moi je rêve d'imaginer un bébé dans les bras de son parent. On aurait interdit que le parent ait lui-même son téléphone en sa présence, comme on le fait pour la cigarette. Ça choque tout le monde maintenant de voir un parent avec son bébé et une cigarette au bec. Dans les années 70, moi qui suis de cette génération, ça choquait personne. On peut espérer ça. Et pour reprendre l'image de l'alcool, donc de la modération aussi, c'est ce que vous demandez par ailleurs. Mode d'emploi, modération, connaître les conséquences, savoir ce qui peut se passer dans le cerveau d'un enfant s'il est trop longtemps sur un écran et qu'il n'y a pas d'interaction humaine. Tout ça, c'est pas assez connu. Former également aussi tous les gens qui sont autour de l'enfant. Ce n'est pas fait. Il n'y a pas de formation dédiée ni aux médecins qui sont parfois pas du tout informés, qui n'ont pas le bon discours auprès des parents. Et puis tous les paramédicaux, le monde de l'éducation aussi n'est pas encore formé à ce sujet. Merci beaucoup Sylvie Duosica d'être venue ce matin sur Radio Classique. Vous êtes pédiatre, notamment à l'hôpital Jean Verdier de Bondy. Et vous signez ce livre avec votre époux Éric Osica, L'enfant écran, comment échapper à la pandémie numérique. C'est aux éditions Grasset. Bonne journée à vous. Merci. 8h28 sur Radio Classique. Nous sommes jeudi. L'éditorialiste Franz-Olivier Gisbert est avec nous dans Esprit Libre, juste après le rappel des titres et la revue de presse.